L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Joséphine Colmans-Berger, le maire de Plaisir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Joséphine Colmans-Berger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née en 1950, vous avez 3 enfants et après avoir été comédienne et même metteur en scène pendant 20 ans, vous êtes tournée vers la politique. D'abord, vous avez organisé des formations pour les élus, puis vous vous êtes lancée vous-même. Vous avez été élue maire de Plaisir en 2012 après avoir été adjointe pendant 10 ans. Vous êtes également conseillère départementale, 4e vice-présidente déléguée à l'environnement, la culture et le tourisme et la première vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors, il y a un peu plus d'un mois, Jean-Michel Fourgousse a été élu président de l'agglomération de Saint-Quentin. À cette occasion, vous avez pris la parole, un peu à la surprise de tout le monde d'ailleurs, et vous avez dit, je cite, que vous demandez une gouvernance apaisée, sans invective ni polémique, où le dialogue primera. Vous aviez peur que ça ne soit pas le cas ? C'est pas tout à fait ça, c'est que je pense qu'il est important de le rappeler. C'est une nécessité, je crois, puisqu'on est dans des périodes un peu tourmentées en ce moment, et il me semblait important dans ces difficultés qu'on peut avoir quand on réunit 12 maires et 12 collectivités, eh bien d'avoir peut-être des formes, pas de tension, mais en tout cas, je dirais, d'inquiétude peut-être, et puis, il me semblait que c'était bien de le rappeler. J'avais, depuis pas mal d'années, souhaité que les maires de gauche puissent être intégrés dans la gouvernance. C'est fait. Maintenant, c'est fait. J'en suis ravie, puisque je considère qu'une intercommunalité doit se faire de cette façon-là. Et donc, il est vrai que voilà, mes propos étaient des propos véritablement constructifs et des propos de respect de l'ensemble des collectivités. Mais parce que, allons plus loin quand même, c'est parce qu'il y avait eu, vous aviez senti des tensions au sein de l'Assemblée ou c'était peut-être pas le président qu'il fallait pour calmer le jeu ? Je ne me permettrai pas de dire une chose pareille. Tout d'abord, on avait fait les primaires. Les primaires avaient donné un résultat. Et ce résultat, bien évidemment, était accepté par l'ensemble des élus, y compris de moi-même. Et il était important, bien sûr, d'aller dans ce sens-là et d'avoir, je dirais, une prise de conscience de ce que nous allions faire ensemble. Je n'étais pas inquiète. J'étais simplement, si vous voulez, j'ai toujours besoin d'exprimer les choses. Il faut le dire, voilà, il fallait le dire. Voilà, j'avais besoin de le dire parce que je pense, j'ai une personnalité franche dans l'opérationnel. J'ai pas trop de langue de bois, alors des fois ça dérange, mais j'avais vraiment envie de faire comprendre à tout le monde qu'on pouvait véritablement travailler ensemble. Et cette expression a pu effectivement étonner puisque ça s'est fait le jour des élections, mais j'avais véritablement besoin de dire les choses. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors vous êtes devenue première vice-présidente en charge notamment du conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comment vous allez développer l'agglomération ? Ce qui est surtout important, parce qu'il y a le conseil de développement, mais c'est le projet de territoire. Voilà, et mutualisation, j'allais y venir. Alors, d'accord. Et mutualisation, non mais allez-y. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que la base justement de ce développement, c'est le projet de territoire. Quand on met en place une intercommunalité ou une agglomération, il est important de créer une feuille de route, de mettre ensemble une feuille de route. On a la chance d'avoir sur ce territoire un potentiel gigantesque, je dirais dans tous les secteurs, dans toutes les compétences aujourd'hui qui sont les nôtres. Mais on a aussi une nécessité, je dirais, c'est d'avoir un petit peu la même vision des choses sur les 25 à 30 ans qui vont être devant nous. Et j'avais demandé à l'ancien président de m'occuper du projet de territoire. En tant qu'élu, je me suis rendu compte que si on n'a pas une feuille de route, si on n'a pas, je dirais, un cap, c'est très compliqué parce que, eh bien, il y a énormément de projets sur cette agglomération et il est important de prioriser pour l'ensemble du territoire. Donc avec le conseil de développement, c'était aussi quelque chose de passionnant. Je l'ai demandé également de travailler avec eux parce que nous avons des élus et des non-élus qui sont à l'intérieur et des personnes de la société civile qui travaillent avec nous dans cette collaboration étroite du projet de territoire. C'est très important et on s'est rendu compte que pendant 1 an et demi, nous avons fait le diagnostic
Nous sommes au bout du diagnostic et nous présenterons les grands axes à partir du mois de mars-avril 2018. Trop tôt alors pour en parler à ce micro? Non, il y a des choses que je peux vous dire parce que... Des envies que vous auriez, vraiment des choses que vous avez l'impression qui sont urgentes? Nécessaire. Que j'aurais envie, c'est peut-être pas le propos. J'aurais tendance à dire que nous souhaiterions les uns et les autres. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce potentiel que nous avons, tant au niveau du développement économique que de la recherche, mais aussi de la culture, du sport, on a une richesse incroyable. On s'est rendu compte qu'avec ce diagnostic, il y avait énormément de personnes qui venaient travailler sur notre territoire et qui n'avaient pas forcément l'envie d'y rester. Il manque des lieux de vie. Donc ça, c'est un des axes très importants dont on s'est rendu compte. Il faut impérativement que nous puissions créer dans les années qui viennent des lieux de vie, des lieux de centralité pour que, à la fois les étudiants, mais aussi les personnes qui travaillent se sentent dans un territoire, pas uniquement de développement économique, même si c'est la base même d'une réussite d'un territoire, mais aussi pour pouvoir y vivre et y vivre bien. Ça fait partie des choses qui vous semblent importantes et que vous allez... Ça me semble important. On a aussi en proximité, bien sûr, toute la zone de Saclay. Aujourd'hui, on est dans cette proximité. Je crois qu'il est fondamental de travailler aussi avec les autres agglomérations. On ne peut pas se replier sur soi-même. On doit aujourd'hui être dans une ouverture pour justement une vision du territoire qui va bien au-delà simplement de notre territoire à nous de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a aujourd'hui pris comme appellation l'innovation. C'est pas rien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on souhaite aujourd'hui attirer sur notre zone des start-up, mais aussi des entreprises qui seraient des entreprises qui nous apporteraient non seulement un développement de l'emploi, mais également, je dirais, un coup de projecteur très important au niveau de l'Île-de-France et bien au-delà, puisqu'on a des ambitions internationales. Alors, je parlais de la mutualisation et vous l'avez dit, donc les maires de l'opposition ont eu des places de vice-présidence pour la première fois. Du coup, vous avez l'impression que ça va permettre de travailler mieux et dans une ambiance un peu plus sereine, parce que c'est vrai, vous êtes très nombreux, donc il faut s'accorder. C'est au-delà même des idées politiques. C'est une gouvernance qui est compliquée à tenir. Oui, c'est une gouvernance qui est difficile. Est-ce que ça va aller mieux? Moi, je le souhaite. Je n'ai qu'une envie, c'est effectivement que les compétences que nous avons, mais aussi les délégations qui ont été données aux maires de l'opposition, puissent être véritablement des choses concrètes sur lesquelles ils ont envie de travailler. Je crois que c'est le cas. Aujourd'hui, je sais qu'avec le projet de territoire, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour aller les voir absolument tous, les 11, et pour pouvoir avec eux construire quelque chose de façon, je dirais, cohérente. En sachant que les élus, on est des locataires des villes. Donc on ne sait pas du tout en 2020 qui sera autour de la table. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se positionne pour pouvoir construire quelque chose qui nous paraisse à tous cohérent. En tant que maire de Plaisir, je suppose que vous étiez évidemment au Congrès des maires, oui, où Emmanuel Macron était fermement attendu. À cette occasion, vous aviez dit d'ailleurs que les maires étaient fatigués de la défiance de l'État à leur encontre et qu'ils ne souhaitaient aucune mise sous tutelle. Est-ce que son discours vous a un petit peu rassuré? Pas trop. Pas trop. Je dirais que on a véritablement cette sensation aujourd'hui, nous les maires, d'être regardés un petit peu comme, je dirais, des personnes pas forcément très respectables. Et en tout cas, avec, je dirais, un manque de cohérence dans notre gestion des collectivités. Et pourtant, vous le savez très bien, je veux dire, les collectivités, c'est celles qui gèrent le mieux au niveau de la ville, au niveau du pays, pardon. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand M. Macron fait une main tendue, donne l'impression de cette main tendue vis-à-vis de nous, moi je n'attends qu'une chose, c'est véritablement qu'on puisse discuter et non pas entendre simplement un discours qu'il nous fait, mais avoir un échange. Moi j'ai vu aussi à Nantes le Premier ministre qui évoquait aussi ces collaborations que nous devions faire ensemble par rapport à cette, ne serait-ce que sur la taxe d'habitation, cette grande angoisse qui se confronte à nous, puisque je ne peux que être, je dirais, trouver ça très bien pour la population. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont très grandes. Mais aujourd'hui, on attend aussi beaucoup de nous dans les villes que nous leur apportions tout. Les services de la petite enfance jusqu'aux seniors. Et il est évident qu'aujourd'hui, avec cette perte-là, même si on nous dit qu'on va nous le rendre à l'euro, nous sommes quand même très, très circonspects. Vous avez l'impression, donc, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a une recentralisation de l'État et du pouvoir? Indéniablement.
indéniablement. On est en train de voir, je dirais, un gouvernement qui veut prendre ses responsabilités, certes, qui est dans une dynamique, bien sûr, de vouloir modifier, changer, mettre en place des lois, mais peut-être de façon un peu unilatérale et sans concertation avec nous. Et pourtant, c'est nous qui faisons le pays, c'est nous qui faisons vivre les collectivités, que ce soit les agglomérations, les départements, les villes. Et quand on a ce sentiment que le gouvernement travaille dans son coin, et puis risque de nous imposer des choses, d'ailleurs c'est déjà le cas, cette centralité nous inquiète beaucoup. J'échange avec beaucoup de maires autour de moi et on a cette sensation véritablement d'être considérés un peu comme des gens immatures. Alors, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il a remporté d'autres victoires, et notamment à la députation, dans les Yvelines particulièrement, à part du côté de Mantes, où il y a encore un député LR. Ce ne sont que des députés En Marche. Il a totalement endormi ou siphonné, je ne sais pas comment on doit dire, les partis traditionnels. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'était une volonté du pays, puisqu'il a été élu, hein, c'est une vraie victoire électorale. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, c'est bien? Et est-ce que maintenant, les partis n'ont pas du mal à se reconstruire, notamment le vôtre? C'est pas ce que j'appelle la démocratie. Effectivement, il y a eu des élections qu'on connaît tous, hein, avec des élus qui sont arrivés de façon, je dirais, inattendue, avec cette vague incroyable, avec des élus certainement de bonne volonté, mais des élus sans compétences ou sans connaissances, pour pas être trop violente. Mais en tout cas... sans expérience. Voilà, sans expérience. On s'en rend compte tous les jours. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous pose question à nous aussi, parce qu'on les voit sur le terrain. Ils sont là, sur le terrain, on les croise. Ils se donnent du mal, je le dis. Mais il est clair qu'on ne parle pas le même langage. On n'a absolument pas la même vision des choses. Vous savez, quand on arrive par la petite porte, qu'on fait tout un parcours, vous évoquiez tout à l'heure le parcours que j'ai pu faire très modestement, mais il est clair que quand vous arrivez comme ça, de but en blanc, à être député ou sénateur, mais député, le cas échéant, c'était plutôt ça. Je suis assez inquiète de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression qu'on appuie sur un bouton et puis que tout le monde va dans ce sens. Et on a besoin d'une vraie démocratie forte. On a besoin qu'une opposition concrète se remette en place. Aujourd'hui, on essaye de reconstruire dans ma famille politique, et j'espère bien qu'on va y arriver. Il y a effectivement des petits mouvements un petit peu différents les uns des autres, mais il faut reconnaître qu'on a pris une sacrée claque. Il faut appeler un chat un chat. On a pris une claque et on a été énormément perturbés par tout cela, parce que on voit aussi, je dirais, vous savez, j'ai eu la sensation que quand Macron est arrivé au pouvoir, eh bien, il allait prendre dans chaque parti les gens les plus porteurs ou les plus, je dirais, innovants. Et du coup, il y a eu une espèce de déperdition de cette opposition. Une opposition est nécessaire, impérativement nécessaire. Elle n'existe pas, d'après vous, actuellement? Elle actuellement? n'existe pas actuellement. On voit bien, même M. Mélenchon, aujourd'hui, est en perte un peu de vitesse. Je l'ai regardé d'ailleurs très longuement à la télévision. Et je me suis rendu compte que là aussi, on perd pied. Il y a véritablement une volonté de se retrouver. Je crois que notre famille politique va y arriver. Elle va y arriver. Je crois que... Avec le président qui s'annonce, c'est-à-dire Laurent Wauquiez, qui ne fait pas l'unanimité? Qui ne fait pas l'unanimité, mais qui fait l'unanimité, hein, c'est difficile. Aujourd'hui, on se rend compte que Laurent Wauquiez, c'est celui quand même qui arrive à regrouper un maximum de personnes. Il va falloir qu'on prenne le temps de discuter ensemble, dans notre famille, de savoir reconstruire, de savoir apporter quelque chose de beaucoup plus, je dirais, dans l'avenir et structurant. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois ce soir la maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger. La ville de Plaisir qui fait face depuis quelques mois à une pénurie de professionnels de santé. Oui. Et vous avez dans cette situation demandé de l'aide à l'ARS, à l'Agence régionale de santé. Expliquez-nous pourquoi vous avez été jusqu'à ce point. Alors on s'est rendu compte, bien sûr, et on n'est pas les seuls hein, dans ce cas-là, qu'à Plaisir, on a une vraie déperdition de médecins, et surtout de médecins généralistes. Il faut savoir que dans les années 90, on en avait 24, aujourd'hui on en a 10. Donc on a une vraie chute. Donc ce n'est pas uniquement dû à la ville de Plaisir, vous le savez et tout le monde le sait. Mais j'ai souhaité rencontrer les pharmaciens et les médecins, parce que les pharmaciens, automatiquement,
perdent également toute une série de... oui, ça pose vraiment problème. Donc, j'ai reçu en réunion les pharmaciens et les médecins et on a pu discuter ensemble. Je me suis permise aussi de prendre monsieur Dr Morel, pour ne pas le citer, qui est un médecin à la retraite généraliste. Je lui ai demandé d'être chargé de mission avec moi pour pouvoir faire ce lien avec les médecins qui, mieux que des professionnels, peuvent parler entre eux. Et donc, on a pu présenter lors de ces 2 réunions, effectivement, quelques actions qui étaient en cours. Et les actions qui sont en cours sont des choses qui déjà sont en train de se faire, comme une maison médicale privée qui est en cours, l'hôpital de Plaisir qui va ouvrir et qui va être inauguré dans quelques jours par monsieur Gérard Larcher, mais également monsieur Pierre Bédier et Valérie Pécresse qui va venir également. On se rend compte qu'il y a des choses à faire. Et le département du 78, avec Pierre Bédier, nous accompagne aussi sur la mise en place de maisons médicalisées, sous la houlette, bien sûr, de 2 médecins généralistes qu'il faut trouver parce que c'est la base même de la construction de ces maisons médicalisées. J'ai demandé donc à l'ARS de venir et de refaire une réunion que je vais faire lundi prochain pour revoir les professionnels et bien montrer que les actions ne sont pas si simples que ça. Vous savez qu'on m'a proposé d'aller vendre la ville de Plaisir dans les universités de médecine. Et on s'est rendu compte que sur Saint-Quentin, les jeunes qu'on a rencontrés nous ont dit « mais nous, on n'a plus envie d'être dans des cabinets médicaux, on veut avoir des horaires beaucoup plus organisés et non pas faire 15 heures par jour ». Donc, avec l'ARS, bien sûr, mais aussi et surtout avec les pharmaciens et les médecins, on va construire une action volontariste où on va vendre Plaisir et s'il faut gérer dans le nord, dans le sud, pour essayer de trouver des médecins et les faire venir sur Plaisir. Et l'ARS va nous accompagner. Je l'espère. Un tout autre sujet, on les passe les uns derrière les autres parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez sur votre territoire 2 gares, Plaisir-Grignon et Plaisir-les-Clés, où passent de nombreux voyageurs par jour. Alors que faire pour améliorer les retards? Que faire pour améliorer le confort des rames? On a vu dans certaines régions que la SNCF était à l'amende et qu'il y avait des régions qui demandaient à la SNCF, s'il y avait ce type de problème, de payer. Ça vous semble logique? Justifié. Ouais. Tout à fait. Je vous avoue que ce n'est pas quelque chose que nous entendons de façon récurrente sur Plaisir. Sur votre non, ligne on n'a pas vraiment ça. On a 2, vous avez raison de dire que nous avons 2 gares. Nous avons une gare qui est actuellement en réhabilitation totale. Les travaux ont commencé. Ça va être une très belle gare avec, bien sûr, des rames nouvelles, des quais surélevés et puis également Vous avez fait une réunion, pardonnez-moi, pour présenter tout ça. Les gens étaient plutôt contents, il y en avait besoin. Bien sûr. Ouais. Je fais beaucoup de réunions de concertation avec les habitants. Je crois que c'est important de faire qu'ils viennent avec nous comprendre ce qui se passe et parfois aussi la difficulté que l'on a à mettre les choses en place. Et sur la gare de Plaisir-les-Clés, j'ai demandé, alors c'est peut-être anecdotique, mais ça ne l'est pas, d'enlever la station-service qui est devant pour la déplacer et la mettre plutôt avec tout ce qui est, je dirais, les garages à côté de Auchan pour pouvoir refaire une belle esplanade devant cette gare de Plaisir-les-Clés. Alors pour revenir à ce que vous disiez, oui, je trouve tout à fait normal qu'on puisse... C'est un vrai problème. C'est un vrai souci. Dans la région Île-de-France, les voyageurs le disent bien, c'est très compliqué de circuler. On a une vraie difficulté. La difficulté pour Plaisir, si je peux me permettre, c'est surtout le parking. On a un grand parking qu'on a agrandi il y a quelques années à 80 places supplémentaires et aujourd'hui on doit réfléchir. Donc je suis en train de travailler avec la SNCF pour mettre en place un projet sur le foncier de la SNCF pour agrandir ce parking. C'est une gare de rabattement. Aujourd'hui, la ville de Paris éjecte les voitures et donc automatiquement nous avons ce genre de soucis et de problématiques et il faut véritablement qu'on puisse y répondre. Mais on a mis en place un cadencement avec les bus et avec les trains. Je ne peux pas dire qu'on ait trop véritablement de problèmes par rapport aux horaires. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on puisse bien sûr amender la SNCF. Amender la SNCF, oui. Alors je disais, vous êtes chargée du tourisme au département. Oui. Les JO 2024 arrivent en France, arrivent à Paris. Et dans les Yvelines, on est un des départements qui va accueillir le plus de sport. C'est une bonne nouvelle pour le tourisme? Ça va faire venir du monde? C'est une excellente nouvelle. Vous savez qu'au niveau du tourisme, je me suis attelée à faire la dernière année toute une réorganisation de la direction du tourisme avec le 92, puisqu'on travaille maintenant en collaboration avec le 92, pour également faire un diagnostic et voir comment nous pouvions développer le tourisme, surtout le tourisme d'affaires, et puis surtout mettre en place des nouvelles
perspective, non seulement dans la vallée de la Seine, mais également chez nous. Alors bien sûr, pour nous, les Jeux Olympiques, c'est véritablement une manne extraordinaire de reconnaissance du département, mais également par rapport au tourisme mondial, puisqu'on va avoir un coup de projecteur chez nous. Le vélodrome qui a été mis en place, mais également la colline d'Elancourt qui va être aussi mise en toute refaite, bien sûr, et toute réaménagée, va nous apporter toute cette manne, je dirais, de reconnaissance. Ça va permettre de sortir un peu des lieux touristiques habituels des Yvelines, Versailles, le château de Versailles, le château de Rambouillet, enfin les lieux qu'on connaît où les gens ne sortent pas, ils viennent là, de Paris, et puis voilà. Ce type d'événement permet ça ? La grosse problématique justement des Yvelines, vous avez tout à fait raison, c'est que nous avons quelques pépites reconnues sur lesquelles, comme Versailles, 8 millions de tourisme par an, ce qui est énorme. On espère véritablement et on va surfer sur cette possibilité justement de reconnaissance au niveau des Jeux Olympiques pour développer autre chose. Et c'est ce que l'on est en train de faire. On a aujourd'hui des projets complètement nouveaux pour créer vraiment des actions fortes pour attirer la population touristique d'Île-de-France, mais même au-delà. Il faut savoir que dans les Yvelines, on a beaucoup d'Américains qui viennent sur les croisières au niveau de la Seine. On a aussi beaucoup de Japonais. On est en train de mettre en place énormément de choses le long de la Seine avec la V33 et la Vélocénie, ce qui va nous permettre aussi d'avoir ce qu'on appelle un tourisme qui se maintient sur le département et non pas uniquement de passage. Donc, il faut qu'on surfe là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis en place ce diagnostic qui doit, je dirais, se développer en même temps que les Jeux Olympiques pour pouvoir récupérer cette connaissance et cette reconnaissance pour pouvoir aller au-delà et faire de notre département quelque chose véritablement de très dense, touristiquement parlant. Quand je vous présente tout au long de l'émission, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas s'il faut dire la mère de plaisir, le maire de plaisir. Alors c'est le débat en ce moment avec l'écriture inclusive. Oui. Ça vous touche, ça vous parle, ça ou pas ? Est-ce que c'est important d'en parler en ce moment ou pas ? Ça me parle énormément puisque j'ai mis en place une mission à Plaisir avec une chargée de mission sur l'égalité des chances hommes-femmes. Donc, c'est quelque chose qui a démarré cette année, qui se rapproche actuellement des agents de notre collectivité, avec lesquels on fait un travail important, et puis aussi par rapport aux associations, et pourquoi pas même aller au-delà sur la population. J'ai rencontré le maire de Suresnes, qui depuis 7 ans travaille sur ce sujet-là, et je voudrais aller dans ce sens-là. Donc, Madame la maire... c'est pas que je préfère, voilà, Madame le maire ne me dérange pas, mais Madame la maire, il va falloir peut-être quelque part qu'on l'instaure. J'ai pas de préférence. De là aller jusqu'à cette écriture inclusive avec des livres à l'école pour bien expliquer le masculin, féminin. Je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est véritablement dans ce qu'on évoque quand on parle de l'égalité des chances, au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau du respect de la femme, mais de l'homme aussi, bien sûr. Mais la problématique, elle est là. Je crois que c'est du gadget, cette politique sur l'écriture inclusive. Oui, l'écriture inclusive. Je crois qu'on ne sait pas très bien peut-être comment prendre le sujet. Alors du coup, on est parti sur cette, sur cette petite chose qui me paraît gadgetisante. On a d'autres soucis. On le voit bien avec ce qu'on a entendu là récemment. Voilà, je voulais en parler. Par rapport à l'affaire Weinstein, mais également. Vous l'avez ressenti vous personnellement en politique ? Il y a ces soucis-là ou ces comportements-là, ces rapports-là entre hommes et femmes ? Je l'ai plus ressenti quand j'étais metteur en scène et comédienne que quand j'étais politique, parce que, mais là c'est histoire de vous faire sourire, mais je crois qu'une femme en politique, ça n'attire pas, parce que c'est une femme de pouvoir. Et donc automatiquement, une femme de pouvoir, il y a une espèce de distance qui se met en place, mais bien sûr, sans parler, je dirais, d'agression sexuelle, je parlerais plutôt d'agression dans l'acceptation des femmes en politique. Ça, oui, c'est beaucoup plus compliqué, un peu comme dans l'entreprise. Heureusement, ça bouge. Heureusement, la parité a fait que maintenant, on voit les femmes davantage dans l'environnement politique. Mais en même temps, vous savez, quand on gère une ville comme la mienne, qui a 32 000 habitants, oui, une femme maire d'une petite commune, ça paraît normal, mais une femme maire d'une grande commune, parfois, quand je reçois certaines personnes, je dirais que ce soit des promoteurs, des industriels et tout, sont toujours assez surpris au départ de voir qu'une femme puisse s'intéresser à ça et peut-être pas être trop mauvaise non plus.
On en parle depuis des années, en fait, moi, depuis que je m'intéresse à la politique. Moi, en tant que journaliste politique, on en parle de ça, de l'égalité homme-femme, de l'égalité des salaires. Et puis, ça vient pas. Vous êtes optimiste quand même pour la suite? Ce type d'événement qui a été assez fort, violent. Peut déclencher, violent même, oui, peut déclencher quand même quelque chose de positif. Oui, il faut faire attention de ne pas partir dans l'autre, de l'autre côté, parce qu'on est toujours dans des extrêmes. Très souvent, ce sont les extrêmes qui font bouger les choses. Donc, c'est plutôt bien qu'il y a eu toutes ces femmes qui ont pu s'exprimer. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais je crois qu'il faut faire attention comment on prend les sujets, de quelle façon on aborde les choses, sans vouloir être, je dirais, trop légaliste, mais il y a peut-être des choses à revoir au niveau des lois par rapport à ça, ne serait-ce que parce que il est inadmissible et inconcevable que des femmes ne soient pas payées de la même façon que des hommes dans certaines fonctions équivalentes. Donc ça, c'est pas acceptable. Après, j'ai entendu certaines personnes dire « Ah oui, mais la France est un pays de grivoiserie », pour ne pas citer. Donc c'est normal de parler comme ça. La grivoiserie, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. La grivoiserie, c'est pas forcément l'agression, c'est pas forcément la vulgarité. Je crois que la sémantique c'est important, la sémantique. Mais en même temps, où est le niveau, jusqu'où on peut aller? Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je crois que si les femmes s'y intéressent, je vous donne un exemple. Quand j'ai parlé de ce projet-là au niveau de la ville de plaisir, c'est pas forcément les femmes qui s'y sont attelées les premières. Donc ça pose question quand même. Je crois que les femmes, quand elles doivent prendre ce débat et en être fières et non pas se sentir un peu, je dirais, féministe ou MLF, vous voyez, en disant ah mais oui, attends, les femmes, non, je crois que c'est très symptomatique chez les femmes d'avoir de pas oser s'afficher avec ce genre de choses. Il va falloir qu'on les aide, nous, les élus. Merci beaucoup, Joséphine Coleman-Berger, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.